Le monde regorge de lieux dangereux, montagnes, océans, grottes et environnements extrêmes où la moindre erreur peut être fatale. Certains s'y aventurent pour le travail ou la survie, mais tous n'en reviennent pas. Voici 5 témoignages de tragédies survenues dans certains des endroits les plus périlleux de la Terre, des récits authentiques de personnes ayant affronté la rudesse de la nature et qui ont perdu. C'était le 30 octobre 2019 dans la province du Shaanxi en Chine. Deng Yuqiang, une étudiante de dernière année universitaire originaire du Hunan, était enthousiasmée à l'idée de visiter le site panoramique de Huashan. Connue pour ses vues à couper le souffle et ses sentiers escarpés, la montagne Huashan est l'une des destinations de randonnée les plus célèbres de Chine. Comme beaucoup d'autres touristes, Deng souhaitait découvrir sa beauté de près et prendre des clichés époustouflants de son aventure. Cependant, ce voyage allait se terminer en tragédie. Tout au long de sa randonnée, Deng partageait ses périples avec ses amis et sa famille. Publiant régulièrement des photos, elle savourait l'aventure, inconsciente du danger qui se profilait. Son dernier arrêt fut le belvédère du Pic Ouest, un lieu réputé pour capturer des panoramas exceptionnels. Perché en hauteur, ce point de vue offrait une vue panoramique sur les montagnes. Néanmoins, il présentait un problème majeur de sécurité. Ces garde-corps ne mesuraient qu'environ 60 cm de hauteur, bien trop bas pour assurer une protection fiable. Deng voulait obtenir la photo parfaite. Elle se tenait près du bord, ajustant son téléphone pour trouver le meilleur angle. Dos à la pente abrupte, elle se pencha légèrement en avant pour cadrer le cliché. Mais alors qu'elle se concentrait sur son téléphone, son pied glissa sur la surface inégale. Elle perdit l'équilibre et tomba en arrière par-dessus le garde-corps. La chute était de plus de 2000 mètres. Dans un premier temps, sa chute passa inaperçue. Ce ne fut que le lendemain que des équipes de recherche découvrirent son corps. Les autorités examinèrent les images de vidéosurveillance, confirmant que Deng avait perdu l'équilibre en prenant son selfie. La vidéo montrait qu'il y avait 5 touristes sur les lieux ce jour-là, accompagnés de 2 membres du personnel. Malheureusement, personne n'eut le temps d'agir pour prévenir l'accident. Suite à l'incident, la direction de la zone panoramique de Huashan aborda la tragédie tout en déclinant toute responsabilité. Ils affirmèrent que la chute de Deng était due à ses propres actions et non au dispositif de sécurité du parc. À titre d'aide humanitaire, ils offrirent à sa famille 40 000 yuans chinois, soit environ 5 700 $, sans pour autant reconnaître la moindre faute. La famille de Deng fut dévastée et indignée. Ils critiquèrent également la lenteur des recherches entreprises après sa chute, affirmant que des barrières plus robustes et une intervention plus rapide auraient pu faire la différence. Leurs inquiétudes s'étendirent également au personnel du parc, tandis que la direction maintenait que les employés avertissaient les visiteurs des dangers potentiels. La famille de Deng jugeait ces mises en garde insuffisantes et questionnait l'efficacité des mesures de sécurité mises en place. Le parc, quant à lui, persista en affirmant que son personnel avait fait son travail et ne pouvait être tenu responsable. L'incident attira une large attention médiatique et déclencha de nombreux débats sur la sécurité à la montagne Huashan. Sous la pression, le parc finit par augmenter son offre financière à la famille de Deng, la relevant à 170 000 yuans chinois, environ 24 000 $. Ce cas a mis en lumière un problème plus vaste. Malgré sa beauté saisissante, la montagne Huashan demeure l'un des sites touristiques les plus dangereux au monde. Les sentiers étroits, les falaises abruptes et la présence quasi inexistante de barrières de sécurité font de ce lieu une destination à haut risque. Certaines sections imposent de même aux visiteurs de marcher sur des planches de bois fixées à la paroi de la falaise. Bien que le nombre officiel de victimes demeure incertain, des rapports non officiels suggèrent que des dizaines de personnes pourraient y perdre la vie chaque année. L'histoire de Deng est un exemple déchirant des risques encourus lors de la visite d'environnements extrêmes. Trop souvent, l'envie de capturer le cliché parfait pousse les touristes à sous-estimer les dangers qui les entourent. Dans des sites tels que Huashan, un simple faux pas peut avoir des conséquences dévastatrices. De nombreux sites pittoresques privilégient l'esthétique au détriment de la sécurité, exposant ainsi les visiteurs à divers dangers. La famille de Deng s'est battue pour un changement, dans l'espoir que les futurs touristes n'aient pas à affronter de tels risques. Mais la direction du parc est restée inflexible, soutenant que l'accident était inévitable. Bien que l'indemnisation financière ait apporté un certain soulagement, il était évident que la famille voulait plus qu'une simple compensation. Le parc, cependant, persista dans son refus de reconnaître sa responsabilité, arguant que l'accident était inévitable.
la montagne Huashan continue d'attirer des milliers de visiteurs chaque année. Si ces paysages-là à couper le souffle en font une destination de rêve, ces dangers restent omniprésents. La chute tragique de Dang Yuqiang est un douloureux rappel des risques inhérents à l'exploration de tels lieux extrêmes. Le 27 novembre 2017, dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, en Ukraine, Dmitry Shkinder, un Biélorusse de 33 ans originaire de Jodino, avait passé des années à explorer des lieux abandonnés. Cette fois-ci, lui et deux amis pénétrèrent dans Tchernobyl 2, un site militaire restreint. Dmitry faisait partie d'un groupe connu sous le nom de Stalker, des explorateurs urbains qui s'aventurent illégalement dans des lieux interdits, prenant souvent des risques extrêmes. Tchernobyl, déserté après la catastrophe nucléaire de 1986, était devenue une destination à la fois populaire et périlleuse pour eux. La zone, encore contaminée par les radiations, était interdite au public, ce qui ne faisait qu'attiser la convoitise des amateurs de sensations fortes. Le site de Tchernobyl 2 était particulièrement dangereux. Il abritait l'immense radar Douga, une imposante structure datant de l'ère de la guerre froide. D'une hauteur de 150 mètres, ce géant d'acier rouillé n'avait jamais été conçu pour être escaladé. Pourtant, pour de nombreux explorateurs, sa présence inquiétante exerçait un attrait irrésistible. Ce jour-là, le temps était mauvais, des vents violents et une pluie battante rendaient les conditions encore plus risquées. Malgré cela, Dmitry et un de ses compagnons masculins décidèrent d'escalader le radar tandis que la femme du groupe restait au sol. L'ascension fut traîtresse, mais ils persistèrent, impatients d'atteindre le sommet. Dmitry était expérimenté, mais cette fois, tout tourna au désastre. Alors qu'il montait, une violente rafale de vent se déclencha et la pluie avait rendu le métal glissant. En un éclair, il perdit prise et chuta de 15 mètres. Ses amis ne pouvaient que regarder. Ils appelèrent immédiatement la police, qui arriva avec une ambulance. Mais lorsqu'ils intervinrent, il était déjà trop tard. Dmitry n'avait pas survécu à la chute. La nouvelle de sa disparition choqua la communauté des explorateurs urbains. Il était reconnu pour son habileté et son approche prudente des lieux dangereux, ce qui rendait son accident d'autant plus tragique. Juste avant sa chute, il avait pris une dernière photo, une image énigmatique depuis le sommet du radar Douga. Cette photo représentait le dernier instant de sa vie. Les autorités ne se contentèrent pas d'enquêter sur l'accident de Dmitry. Ses deux amis furent tenus responsables d'avoir pénétré illégalement sur le site. Tous deux furent condamnés à une amende pour avoir enfreint des règlements de sécurité stricts. Quant à la femme, bien qu'étant restée au sol, elle fut également impliquée. Les officiels préparèrent son expulsion, tandis que le corps de Dmitry était organisé pour être rapatrié en Biélorussie où sa famille l'attendait. Dmitry laisse derrière lui une épouse et 3 enfants qui ne le reverront jamais. Sa passion pour l'exploration des lieux abandonnés l'avait conduit, une fois de trop, en territoire dangereux. Bien qu'il ait répété ses expéditions, même les explorateurs les plus aguerris ne sont pas à l'abri de la tragédie. Tchernobyl 2 demeure aujourd'hui une relique troublante du passé, un lieu où se confondent histoire et danger. Les explorateurs urbains continuent de repousser leurs limites à la recherche du frisson de l'inconnu, mais le destin de Dmitry rappelle cruellement que certains lieux sont abandonnés pour une raison. C'était le 18 juillet 2023 et Steve Curry, âgé de 71 ans, se lança dans une randonnée dans le parc national de la Vallée de la Mort. Aventurier chevronné originaire de Sunland, en Californie, Steve n'était pas étranger aux terrains difficiles. Il avait passé des années à randonner, escalader des rochers et faire du VTT, mais ce jour-là, la chaleur extrême de la Vallée de la Mort s'avéra trop intense. Cet après-midi-là, les températures les grimpèrent jusqu'à 121 degrés Fahrenheit, soit 49 degrés Celsius. Steve avait déjà parcouru le sentier reliant le Golden Canyon au Zabriskie Point, un point de vue réputé. Sur place, il s'était brièvement entretenu avec un journaliste du Los Angeles Times au sujet de la chaleur accablante. Interrogé sur les raisons de sa randonnée dans de telles conditions, il répondit simplement « Pourquoi pas ?» Il montrait une grande assurance, mais le désert suivait ses propres règles. La vallée de la mort est l'un des endroits les plus chauds de la planète. Son point le plus bas, le Badwater Basin, se situe à 280 pieds sous le niveau de la mer. En 1913, le parc avait enregistré la température la plus élevée jamais consignée, 134 degrés Fahrenheit, soit 57 degrés Celsius. Même aujourd'hui, les températures estivales dépassent 187 degrés Celsius, fréquemment les 120 degrés Fahrenheit ou 48 degrés Celsius. Malgré les avertissements des responsables du parc, Steve poursuivit sa randonnée. Alors qu'il amorçait le retour depuis le Zabriskie Point, la chaleur eut raison de lui. Vers 15h40, il s'effondra non loin d'un point de repos au début du sentier du Golden Canyon. Des passants appelèrent immédiatement à l'aide,
Les gardes du parc arrivèrent rapidement et tentèrent de le ranimer grâce à la réanimation cardio-pulmonaire et à l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé, DEA, mais il était déjà trop tard. Sa femme, Rima, fut dévastée. Elle ne savait pas où Steve s'était rendu ce matin-là et s'attendait à le voir rentrer chez lui plus tard dans la journée. Lorsqu'elle découvrit, sur sa porte, une note du coroner, ses pires craintes furent confirmées. Steve avait disparu. S'exprimant aux journalistes, Rima évoqua l'amour de Steve pour l'aventure. Il était le plus heureux lorsqu'il était en pleine nature, que ce soit en campant sous les étoiles ou en affrontant des sentiers difficiles. Mais elle partagea aussi une leçon importante. La chaleur n'est pas un ennemi que l'on puisse vaincre. Elle espérait que d'autres prendraient davantage au sérieux les dangers de la vallée de la mort. Les conditions extrêmes de la vallée de la mort en font l'un des endroits les plus dangereux pour les randonneurs durant l'été. Le parc est immense, offrant peu d'ombre et presque pas de point d'eau. Le coup de chaleur, la défaillance du corps à réguler sa température, peut survenir lorsque la température interne dépasse 104 degrés Fahrenheit, 40 degrés Celsius. Les symptômes incluent vertige, nausées, confusion et perte de conscience, et, sans traitement, il peut rapidement conduire à un échec organique. Le Golden Canyon, lieu où Steve s'est effondré, est éloigné des services d'urgence, rendant toute opération de sauvetage d'autant plus difficile. En 2023, la vallée de la mort enregistra 29 jours où les températures dépassaient les 43 degrés Celsius. Cet été-là, un autre visiteur, un homme de 65 ans, perdit la vie après que sa voiture eut une panne dans le parc. Sa climatisation avait cessé de fonctionner, le laissant prisonnier de la chaleur. Malgré ces dangers, les visiteurs continuent d'affluer dans le parc pendant les mois les plus chauds. Certains sous-estiment les risques, tandis que d'autres sont attirés par le défi. Les responsables du parc déconseillent vivement les randonnées après 10 heures en été et insistent sur l'importance d'une préparation adéquate. Rester hydraté, porter des vêtements légers et savoir quand rebrousser chemin. Steve Curry connaissait bien la nature, mais même toute son expérience n'a pas pu le protéger de la chaleur implacable de la vallée de la mort. Son histoire nous rappelle que la puissance de la nature ne doit jamais être sous-estimée. Aucun niveau de compétence ou de préparation n'annule le fait que la chaleur extrême est dangereuse, voire fatale. Les paroles de Rima portent un message puissant. La chaleur n'est pas un ennemi que l'on peut vaincre. La dernière aventure de Steve était censée être un nouveau périple enthousiasmant, mais elle s'est tragiquement terminée. Son récit nous rappelle qu'en affrontant les éléments, la sécurité doit toujours primer. C'était une soirée de janvier 2025. Eve McCarthy, une étudiante de 21 ans originaire de Shankill, à Dublin, faisait de l'escalade dans la campagne espagnole près du Caminito del Rey. Ce lieu, réputé pour ses sentiers étroits accrochés à des falaises abruptes, est l'un des parcours de randonnée les plus dangereux au monde. Autrefois jugé trop risqué pour être accessible au public, il est depuis devenu une destination touristique populaire, malgré son passé jalonné d'accidents mortels. Eve, étudiante en dernière année de physiologie à l'University College Dublin, escaladait avec un partenaire masculin près du Swiss Sector, une zone escarpée située à proximité de l'Arabic Staircase. Vers 19 h, alors qu'il descendait une portion particulièrement instable du parcours, la tragédie frappa. Elle chuta d'environ 500 pieds dans le ravin en contrebas et, hélas, ne survécut pas. Son partenaire eut, quant à lui, une chance inouïe en parvenant à s'agripper à un rocher recouvert de broussailles juste à temps. Il s'y accrocha jusqu'à l'arrivée des secours. Les équipes de sauvetage se mobilisèrent rapidement pour le rejoindre, le trouvant secoué, mais vivant. Le corps d'Eve fut récupéré peu après. Son décès constitua le deuxième accident mortel survenu dans cette zone en moins d'un mois. Réputée pour sa personnalité extravertie et son esprit d'aventure, elle nourrissait une passion pour les voyages et l'exploration. Elle travaillait au pub de King's Inn de Dalkey, où elle était appréciée pour son humour et sa chaleureuse présence. Dès que la nouvelle de sa mort se répandit, le pub ferma ses portes pendant 3 jours en sa mémoire. Ses collègues et clients exprimèrent leur chagrin en ligne, se rappelant d'elle comme d'une personne capable d'apporter la joie à tous ceux qu'elle rencontrait. Ses parents, Helen et Paul McCarthy, étaient dévastés. Dans un émouvant éloge, ils décrivirent leur fille comme brillante, déterminée et pleine de vie. Eve avait le don de se faire des amis et de rassembler les gens. Elle aimait le sport, en particulier le basketball, et même si elle n'était pas la plus grande sur le terrain, sa vitesse et sa détermination faisaient d'elle une joueuse redoutable. Les funérailles de la jeune femme, célébrées à l'église Sainte-Anne de Shankill, attirèrent une foule immense. L'église était bondée, et de nombreuses personnes suivaient également la cérémonie depuis le centre paroissial et en ligne. D'anciens camarades de classe, collègues et voisins se rassemblèrent pour lui dire adieu, témoignant de l'ampleur de l'impact qu'elle avait eu sur tant de vies. La mort d'Eve n'était pas un incident isolé.
Un mois plus tôt, un grimpeur britannique de 20 ans avait perdu la vie dans la même zone à la suite d'une chute. Malgré les efforts de réanimation, il n'avait pas survécu. Ces tragédies consécutives mettaient en lumière les dangers extrêmes du Caminito del Rey. Construit à l'origine au début des années 1900 pour permettre aux travailleurs d'accéder à un barrage, le sentier était tombé en ruine et avait fini par être fermé pour des raisons de sécurité. Bien qu'il ait été rénové par la suite, le parcours demeure périlleux. Traversant la gorge d'El Chorro, le sentier est bordé de falaises abruptes qui plongent sur des centaines de pieds. Certaines sections ne mesurent que quelques pieds de largeur, rendant l'équilibre indispensable. De nombreux visiteurs sous-estiment les risques. Même si des dispositifs de sécurité, tels que des barrières, ont été installés, ils n'éliminent pas totalement les dangers. La combinaison d'altitudes élevées, de sentiers étroits et de passages parfois instables expose même les randonneurs expérimentés à de forts risques. La mort d'Ève, associée à celle survenue récemment avant elle, est un rappel douloureux de l'intransigeance de ce sentier. Son décès résonne encore, non seulement auprès de ceux qui la connaissaient, mais également au sein des communautés d'escalade et de randonnée. Le Caminito del Rey reste une destination pour les amateurs de sensations fortes, mais c'est aussi un endroit où le moindre faux pas peut avoir des conséquences dévastatrices. Bien que sa vie ait été tragiquement écourtée, la mémoire d'Eve McCarthy perdure à travers ceux qui l'ont aimée. Elle restera à jamais dans les mémoires pour sa gentillesse, son esprit d'aventure et sa capacité à rassembler les gens. C'était un samedi de 2015 lorsque Kristi Kafkaloudis, 24 ans, entreprit une randonnée vers Trolltunga en Norvège, accompagnée de 2 amis. Kristi, étudiante originaire de Melbourne, venait récemment de s'installer en Norvège pour un programme d'échange à l'université de Bergen où elle étudiait la musique et les études culturelles. Amoureuse de l'aventure et de la nature, cette expédition devait être une nouvelle expérience. Trolltunga, ou la langue du troll, est l'un des sites les plus célèbres de Norvège. Cette formation rocheuse s'élève sur 700 mètres au-dessus du lac Ringedalsvatnet, offrant des panoramas à couper le souffle. Mais y accéder n'est pas chose aisée. La randonnée est longue, physiquement exigeante et peut s'avérer dangereuse. Malgré ces risques, ce lieu attire de nombreux randonneurs et photographes, chacun cherchant à se rapprocher du bord pour obtenir la photo parfaite. Kristi et ses amis faisaient partie d'un groupe d'environ 30 personnes qui avaient entrepris le même périple ce jour-là. Après des heures de marche, ils atteignirent enfin la fameuse falaise. Des touristes étaient disséminés dans la zone, profitant du paysage et prenant des clichés. Alors que Kristi et ses amis se préparaient à faire de même, ils remarquèrent un autre groupe posant au bord du précipice. Afin de ne pas gêner leur prise de vue, Kristi s'écarta et emprunta un sentier étroit sur le côté pour rejoindre ses compagnons. Le chemin était instable et jonché de pierres meubles. Alors que Kristi avançait, le sol sous ses pieds céda subitement. Elle perdit l'équilibre et tomba. La chute fut estimée entre 200 et 300 mètres. Ses amis, quelques pas devant, n'eurent même pas le temps d'entendre un cri. Ce n'est qu'en se retournant et en constatant son absence que la panique s'empara d'eux. Les touristes présents confirmèrent immédiatement ce qui venait de se passer. Pris de panique, les amis de Kristi tentèrent d'appeler les secours, mais la zone reculée offrait une très mauvaise réception téléphonique. Plusieurs heures s'écoulèrent avant qu'une équipe de recherche ne soit dépêchée. Finalement, un hélicoptère arriva et atterrit sur un plateau voisin peu avant minuit. Le jour suivant, une équipe alpine fut mobilisée pour remonter son corps. En Australie, la famille de Kristi fut dévastée. Sa mère, Millie Kafkaloudis, s'empressa de démentir les rumeurs qui circulaient dans les médias. Les premiers rapports laissaient entendre que Kristi serait tombée en prenant un selfie. Mais Millie clarifia que cela n'était pas du tout le cas. Elle se déplaçait simplement autour d'un autre groupe lorsque l'accident survint. Millie insista sur le fait qu'il s'agissait d'un terrible accident et que Kristi n'était ni en train de se prendre en selfie ni positionné dangereusement au bord. Ramener le corps de Kristi en Australie s'avéra être une épreuve douloureuse pour la famille. En raison des enquêtes en cours en Norvège, il fallut attendre jusqu'à 10 jours avant de pouvoir organiser son rapatriement. L'accident de Kristi a suscité de vives inquiétudes quant à la sécurité à Trolltunga. Malgré sa popularité, la zone reste en grande partie non réglementée. Il n'existe aucune barrière de protection et le terrain inégal facilite la perte de pied des randonneurs. De nombreux visiteurs se présentent sur place sans être suffisamment préparés, portant des chaussures inadéquates ou ne possédant pas l'endurance physique requise pour accomplir cette longue et difficile randonnée. Le guide touristique Thomas Rudd expliqua que le site avait déjà été le théâtre de nombreuses opérations de secours.
Au fil des ans, des randonneurs avaient subi des fractures, s'étaient perdus dans l'obscurité ou avaient nécessité une assistance d'urgence. Toutefois, la chute de Christie fut le premier accident mortel enregistré sur ce site. Rudd ajouta que les réseaux sociaux avaient largement contribué à la popularité de ce lieu, attirant des touristes parfois peu conscients des dangers qu'ils encourent. Un autre problème grandissant est celui de la surfréquentation. Les week-ends, des centaines de touristes se rassemblent à Trolltunga. Des comportements imprudents, notamment la consommation d'alcool, à proximité du précipice, n'ont fait qu'exacerber les risques. L'histoire de Christie est un douloureux rappel de l'imprévisibilité de la nature. Lorsque la nouvelle du décès de Christie se répandit, les hommages affluèrent de toutes parts. Amis, familles et même étrangers furent eux profondément touchés par son histoire. Pour ceux qui la connaissaient, elle n'était pas simplement une étudiante en Norvège. C'était une fille, une sœur et une amie, pleine de rêves et d'ambition. Sa disparition a laissé un vide qui ne pourra jamais être comblé. Trolltunga demeure un lieu d'une beauté incroyable, mais pour les proches de Christie, il restera à jamais associé à la tragédie. Son accident est un rappel déchirant que même les destinations les plus pittoresques peuvent se révéler dangereuses.